Donc maintenant, on va aller vers une approche alternative pour faire un apprentissage comme on a vu avec les SVM par maximisation des marges géométriques. Mais là, on va le faire par descente du gradient au lieu de le faire par programmation quadratique. Donc, dans le fond, on peut reformuler le SVM comme étant un discriminant linéaire avec une fonction de perte qu'on appelle une perte hinge. La perte hinge, c'est tout simplement une fonction de perte qui peut ressembler à quelque chose comme, si on regarde ça en soi, ça c'est l'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu le Z sur la nature de l'erreur. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va avoir une perte qui va être comme ça, puis ça qui va être de 0. Qu'est-ce qu'on dit quand on est de ce côté ici? Il n'y a pas de problème, on classe bien. Mais dans le fond, lorsqu'on passe 0, l'erreur n'est pas nulle. Parce qu'on va dire qu'on a un point ici on peut dire que c'est comme le plus 1. Et dans cette région ici, on va être dans la marge. Donc, on va avoir une erreur qui va être différente de 0, qui va être entre 0 et 1, par exemple. Puis lorsqu'on est dans cette région ici, lorsqu'on est à gauche, on est vraiment dans un point où on va mal classer. Donc, on est vraiment du mauvais côté de l'hyperplan séparateur. L'erreur va augmenter. Et entre 0 et 1, par exemple, on va être dans la marge. Donc, on va avoir une certaine erreur associée au fait qu'on veut avoir une zone de tolérance où on s'éloigne. Du moins, on veut avoir un minimum de données qui soit dans cette région-là. Donc, conceptuellement, ça revient à la même chose. Donc, un discriminant linéaire avec une fonction de perte hinge ou un SVM, c'est un peu la même chose parce que dans le fond, on utilise à peu près le même critère d'erreur. Donc, la fonction de perte hinge, la différence, c'est peut-être le fait qu'ici, on travaille avec YT fois RT. Là. Donc, YT, c'est le H de XT. Alors qu'avec les SVM, on travaille avec la valeur au quart. On ne travaille pas avec la valeur au quart, on travaille avec la valeur de W, mais bref, ça peut être interprété un petit peu différemment. Donc, voilà. Donc, on se rappelle que dans un discriminant linéaire, on a le modèle général. Après ça, on peut faire une descente du gradient. Puis il y a différents critères d'erreur. Puis différents critères d'erreur donnent différents résultats. On a vu en début de présentation, le critère du perceptron est assez mauvais en général quand ce n'est pas linéairement séparable. L'erreur quadratique a ses problèmes aussi, mais quand même mieux. Là, on a vu le SVM est très intéressant, mais dans le fond, la grande différence entre ces modèles-là, excepté l'utilisation d'un modèle d'une fonction noyau, c'est quand on reste vraiment dans un modèle linéaire, c'est la fonction d'erreur qui guide finalement l'apprentissage, qui peut faire une grosse différence. Donc, chaque critère fait un compromis différent. Une fonction de perte 0,1, c'est un peu d'avoir le taux de reconnaissance, le taux de classement. C'est directement ce qu'on veut faire. Le point avec ça, c'est que ce n'est pas utilisable pour faire une descente du gradient parce que le signal est 0 ou 1, donc c'est avec une discontinuité à 0, donc la dérivée partielle n'est pas utile ici. L'erreur quadratique, on a vu ce que ça donne. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir des données très bien classées, mais très loin d'hyperplans séparateurs qui vont peser lourd dans la balance. Puis l'entropie croisée, ça serait acceptable. C'est ce qu'on utilise avec la régression logistique. Donc, on a différentes fonctions d'erreur possibles. Donc, je vous ramène à la fonction d'erreur hinge, qui est la fonction en bleu ici. On voit qu'on a cette fonction-là. Puis cette fonction-là correspond, grosso modo, à ce qu'on fait avec un SVM. Comparativement à une fonction de perte 0,1 en orange, la fonction log en rouge ici, la fonction square qui est celle en vert. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir à la notion d'avoir une méthode, une fonction noyau. Et donc, on va dire, l'espace généré par un noyau ressemble à ceci. On se rappelle la formulation avec les SVM, c'est de dire qu'on fait la sommation des x en grand X avec le alpha ES, RS, KXS. Là, j'ai changé le T pour un S pour faire un certain développement d'équation ici. Donc, c'est absolument équivalent à utiliser T ici. Donc, cette formulation-là, c'est la formulation qu'on avait obtenue en passant à la forme duale avec le SVM, qui correspond à WTX plus W0, donc W transposé X plus W0 directement. C'est juste que là, on fait la somme selon les données dans X et non pas selon les dimensions. Ce qu'on peut penser avec cette forme-là, c'est au lieu de faire de la programmation quadratique qu'on sait intéressante parce que ça donne l'optimum global, mais qui performe, qui est très difficile à utiliser avec une très grande quantité de données. Lorsqu'on a plus que 100 000 données, ça va être très, très lourd. On peut penser faire l'apprentissage des paramètres alpha t et W0 par une descente du gradient. Donc, c'est un exercice intéressant à faire. C'est de dire que maintenant, on veut apprendre le alpha et le W0 par descente du gradient. Comment est-ce qu'on fait ça?
dérivée partielle du critère d'erreur selon nos paramètres. Fait qu'on va faire le delta alpha t, donc vraiment la modification alpha t, ça va être moins taux d'apprentissage, moins état, dérivée partielle du critère d'erreur selon alpha t. Puis même chose pour W0, donc moins état, dérivée partielle du critère d'erreur selon W0. Ça, on peut faire ça avec notre fonction h dans cette formulation-là, avec de différentes façons qu'on peut le faire ici. Donc, bon, excusez-moi, le point peut-être à avoir en tête aussi, c'est quand même important, c'est qu'on a comme contrainte que les alpha t doivent être plus grands ou égaux à 0. On n'a pas d'alpha t qui sont négatifs. Donc, petit souci à ce niveau-là, si on fait une descente du gradient, puis le gradient nous amène à avoir un alpha t qui est négatif, ça ne marche pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va borner. On va dire que si le alpha t devient inférieur à 0, comme ici, on va le ramener à 0. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une correction, on vérifie si le alpha t est négatif, on le ramène à 0. Mais s'il est positif, on le laisse aller. Donc, la descente du gradient va se faire avec tant que le alpha t est positif. Donc, si on revient à la fonction de perte inch qui correspond à notre critère d'optimisation du SVM, où on veut maximiser la marge, grosso modo, si on fait une certaine régularisation, comme on a vu la semaine passée avec, par exemple, régression d'arête ou lasso. Bon, régression d'arête est plus intéressant parce que ça gère bien avec les descentes du gradient. On arrive avec cette formulation-là. On a vraiment le critère d'erreur inch qui est ceci, qui dit, bien, lorsqu'on est dans la marge ou on est mal classé, on a un certain niveau d'erreur. Et si on est bien classé, donc là, on a l'ensemble Y ici, qui est différent de l'approche avec le perceptron à l'effet qu'on ne regarde pas les données seulement qui sont mal classées, mais on regarde les données qui sont dans la marge. Donc, si une donnée est dans la marge, on va prendre 1 moins RT HXT. On ajoute cette chose-là ici, qui est une régularisation modulée par lambda de la somme des alpha S au carré. Pour s'assurer que les alphas soient quand même autant que possible égaux à 0. Et donc, ça fait une maximisation des marges géométriques dans l'espace des noyaux par descente du gradient. C'est quand même cool, ça. C'est quand même un bel exercice à faire, où là, les valeurs, on va avoir carrément la capacité d'obtenir un classifieur, similairement à ce qu'on peut faire avec le SVM avec programmation quadratique. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la régularisation est vraiment nécessaire, sinon les alpha t vont exploser. Donc, si on ne contraint pas ça ici avec ce modèle-là, en pratique, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment régulariser, comme on a vu ici avec le facteur de régularisation sur les alphas. Et le lambda doit être ajusté empiriquement pour chaque jeu de données. Donc, il y a une recherche en gris qui est nécessaire avec le sigma pour ce qui est d'un noyau gaussien, par exemple, et le lambda, donc en général, lorsqu'on veut l'ajuster. Donc, ça, c'est une nouvelle formulation du SVM avec une descente du gradient. En pratique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus utilisé, mais disons que l'exercice, je le trouve intéressant pour tout connecter ensemble parce que tout est connecté. Là, le changement avec le SVM classique ici qu'on a fait, c'est de changer de méthode d'optimisation. Le reste pas mal la même chose.